Alors, voici un schéma de puits qui peut représenter un bloc diagramme, en fait, qui peut représenter un puits en 3 dimensions. J'en ai placé 3 sur cette figure. Voilà. Voilà. Vous avez ici une superficie de terrain d'1 kilomètre par 1 kilomètre par 1 kilomètre, et j'ai représenté une couche de shale d'Utica qui serait ici, qui aura environ une centaine de mètres d'épaisseur. Donc, on a également un puits à peu près à 1000 mètres de profondeur. Alors, ces 3 puits ici vont, dans les gisements non conventionnels, nécessiter des segments verticaux pour se rendre à la profondeur, et ensuite, ça s'incurve, et l'extension horizontale, dans mon schéma, il date de quelques années, je l'avais mis à 1000 mètres aussi. Aujourd'hui, on parle de possibilité d'aller beaucoup plus loin. On peut aller jusqu'à 2-3 kilomètres avec les extensions horizontales, avec les techniques usuelles. Année après année, la moyenne des longueurs augmente un peu. Alors, dans ce diagramme, j'ai collé aussi un élément assez important pour ce qui est des gisements non conventionnels. Vous avez des courbes qui est sur le diagramme, sur le côté, qui montrent, par exemple, la pression de gaz qui existerait dans le gisement au moment où on fait l'exploitation. Et cette pression tend à diminuer assez rapidement. Alors, également, oui, j'ai situé la nappe phréatique ici, à quelques mètres, quelques dizaines de mètres sous la surface du sol. Alors, dans la fracturation hydraulique, une vue agrandie, je dirais peut-être sur 1 mètre de distance, bien voici, on a des fractures qui n'étaient pas là avant qu'on fasse cette intervention dans le gisement. Près des fractures, le gaz va migrer assez rapidement vers les fractures, mais à quelques décimètres ou à quelques centimètres à l'intérieur, au lieu de prendre quelques jours, quelques mois, quelques années, bien, on va parler plutôt de siècles et même de millénaires. Donc, c'est un phénomène qui est déclenché par la fracturation. Le massif rocheux qui contenait du gaz emprisonné, on parle toujours de l'exemple de l'Utica, depuis 450 millions d'années sans qu'il s'échappe, pour aller l'extraire, pour aller le sortir, il est obligatoire de créer un réseau de fractures, injecter ce qu'on appelle un propant, c'est-à-dire du sable granulaire qui maintient les fractures ouvertes pendant l'opération. Et à la fin, une fois qu'on a terminé l'exploitation, bien, le massif rocheux, il ne retourne pas à l'état qu'il était antérieur. C'était une roche imperméable. Une fois qu'on l'a rendu peut-être 100 à 1 million de fois plus perméable que dans son état naturel, ce massif rocheux reste tel quel quand arrive l'abandon. J'ai fait une petite animation ici, je ne sais pas si ce n'est pas très clair, c'est un peu ça, mon diagramme, pour montrer que la pression diminue au fur et à mesure que les bulles de gaz viennent de plus en plus loin. Et ici, on parle peut-être de 20 cm. À la fin de l'exploitation rentable, quand on arrive ici, si on bouche le puits, il y a une remise en pression du puits. Mais à la fin de l'exploitation rentable, on a extrait qu'une petite partie. Si on parle du gaz, on a extrait environ 80 du méthane reste en place, c'est-à-dire qu'on a extrait seulement 20 En Anticosti, quand on pensait exploiter du pétrole, moi j'ai estimé que 1,2 serait une valeur représentative de ce qui existe dans d'autres gisements comparables. La fracturation hydraulique ne permet que d'aller écrémer un gisement. Et ce qui me préoccupe, moi, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à ce dossier, c'est pas tellement le gaz ou le pétrole qu'on extrait, c'est le 98 qui reste en place, ou le 80 quand il s'agit du gaz. Et ça, tous les scientifiques s'accordent. Comme on a l'obligation de fermer le puits, qu'est-ce qui va se passer? Bien, il y a remise en pression. La pression va se remettre à réaugmenter. Ça prendra quelques années, quelques décennies, quelques siècles. On ne le sait pas trop. C'est relativement nouveau. On n'a pas encore beaucoup de données sur cette chose-là. Alors, l'obturation des puits dans la loi québécoise, comme dans presque toutes les législations, c'est de mettre un bouchon ici, juste au-dessus de la formation géologique. Donc, au fond du puits, on met un bouchon. Donc, il y a 3 puits, il y a 3 bouchons ici. Et ensuite, on vient obturer au niveau de la surface. L'obturation au niveau de la surface, bien, ça consiste... Voici quand c'est neuf, de quoi ça a l'air. Marc Brulman nous a montré de quoi ça a l'air quand ça date de quelques années. Il y a déjà des fuites ici au travers de... Le tubage a été scié au chalumeau, coupé au chalumeau, et on a soudé une plaque d'acier. Ça fait une vingtaine de centimètres de diamètre, ce tubage externe ici, mais malgré tout, donc la qualité de la soudure, on voit qu'il y a des petites amorces, déjà des fuites. Ces fuites sont minimes quand on ferme le puits, mais avec le temps, la corrosion et l'augmentation de la pression dans les puits abandonnés, quand il y aura eu fracture
fracturation, c'est quelque chose qui va devenir un problème majeur. Et on ne parle pas de petits volumes ici, c'est quelque chose qui a, pour chaque puits ici, on a modifié entre 50 et 150 millions de mètres cubes de rock, de shale, et dans lequel 80 encore du méthane reste présent. Donc, on lègue ça aux futures générations, là, en pensant mettre un bouchon et en restaurant. Dernière étape, ça consiste à restaurer la surface ici. Donc, la restauration de la surface, une fois que la tête de puits a été coupée, on remet la terre végétale. Le ministère de l'Environnement exige qu'il y ait ensemencement. Si c'est un milieu agricole, on retourne ça à l'agriculteur. Et la compagnie qui est exploitant n'a plus aucune responsabilité au niveau de ce puits. Dans la nouvelle réglementation, on dira pendant 10 ans, on va suivre ou on va surveiller. Mais ces fuites ici, cette remise en pression, ça pourra peut-être prendre 20 ans, 30 ans, 40 ans, mais c'est sûr que ça va se faire. Et les puits eux-mêmes, ces structures, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on a terminé? Bien, la durée de vie de la structure abandonnée, c'est-à-dire ça dure combien de temps, ces aciers-là? Vous savez que les ponts, les viaducs, ils durent 40 ans. Les pétroliers nous affirment qu'ils ont, j'avais déjà dit ça au président de la PGQ, ils affirment qu'il n'y aura pas de corrosion, puis le ciment ne va pas se dégrader. J'ai dit, si vous avez trouvé la recette de faire des aciers qui ne se corrodent pas et du ciment qui ne se dégrade pas, arrêtez de chercher du pétrole, vendez votre recette de ciment à ceux qui font des ponts, parce que vous allez faire beaucoup plus d'argent. Il n'y a rien construit par l'homme en ciment et en acier qui dure très longtemps, surtout pas une structure qui est comme ça, sommairement. On dépense à peine 15 000 $ pour fermer un puits. Ça coûte 8 à 10 millions faire ce puits-là. C'est quand même une structure qui est aussi gros que le pont Champlain. Là. Vous avez 1,2 km, par exemple, comme ça, puis vous pourriez avoir 2 km à l'horizontale. Donc, c'est un gros machin. C'est un très, très gros volume. Et ce milieu devient inaccessible, non inspectable. Les ponts, les viaducs, on les entretient. Mais dans le cas des puits, les compagnies s'en lavent les mains une fois qu'ils ont satisfait aux dernières exigences du ministère de l'Environnement, la responsabilité appartient à l'État. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cas de la fracturation hydraulique? Je vais surtout parler de ça par rapport au RPEP. Alors, on nous a dit au RPEP qu'il y avait 400 mètres, c'était une distance correcte pour la position du puits, c'est la ligne rouge qui est ici. Ça, c'est une compilation d'opérations de fracturation au Texas. Il y a à peu près 8000 opérations individuelles. On a tout mis sur le même diagramme. Alors, à certains endroits, la fracturation monte. Ce qui est visé, en général, c'est de fracturer uniquement dans la couche de shale, la couche géologique qui contient des hydrocarbures. Ça peut faire 90 mètres d'épaisseur, 300 pieds. Ce qui se passe dans la réalité, c'est souvent beaucoup plus que ça. Alors, cette figure a été présentée pour dire que c'était sécuritaire. On pourrait peut-être le croire, dans le sens que même les plus hautes fractures s'étendent quand même jusqu'à 1800 pieds. Donc, 550 mètres ici, 640 mètres par le bas dans ce diagramme, ici 375 mètres. Et le bas des nappes au Texas, on l'estime que les aquifères les plus profonds atteignaient jusqu'à 1200 pieds, donc jusqu'à 400 mètres de profondeur. Alors, dans ce que l'industrie considère comme une pratique acceptable, on parle des États-Unis dans cet exemple, c'est entre le bas des nappes et le haut de la fracturation. Ils disent qu'ils conservent 1 mile en anglais, donc on fait 1500 mètres. 4000, dans ce cas-ci, c'est un petit peu moins, 1400 mètres. Dans l'autre partie du diagramme, on peut voir qu'il y a aussi au moins 1000 mètres. Alors, retenez que c'est entre la position la plus haute possible par une opération de fracturation et le bas des nappes. C'est ça qui est critique. C'est cette norme que je vais regarder là, dans le RPEP. Bon, je passe vite sur un autre exemple comparable. Ici, on est en Pennsylvanie. Pennsylvanie, un gros endroit où on est rendu à presque à 10 000 puits forés avec fracturation, extension horizontale. Les extensions maximum sont comparables à ce qu'on avait précédemment. Et là, à cet endroit-là, on a compilé, à chaque endroit, on a compilé quelle pouvait être la profondeur des nappes. Par certains endroits, c'est 100 mètres, 150, 200. Les aquifères les plus profonds atteignent 300 mètres. Dans le RPEP au Québec, on ne sait pas. On a pris une règle très bizarre. On a dit, on va fixer ça à 200 mètres. Pourquoi? Ils ont fait la moyenne des profondeurs des puits artésiens qui sont sur le territoire, puis ils ont trouvé que 98 % des puits ne dépassaient pas 200 mètres de profondeur. C'est sûr, vous avez payé au mètre quand vous faites faire un puits, et vous n'avez pas intérêt à aller trop loin. Si vous avez trouvé de l'eau à 50 mètres, vous arrêtez, vous dites au foreur, installe la crépine, commence à pomper, on arrête là. Mais prendre la profondeur des puits pour dire que c'est le bas des nappes au Québec, c'est comme si quelqu'un disait,
Moi, pour calculer la profondeur du fleuve Saint-Laurent ou de la rivière, là, je vais prendre la profondeur des bateaux. En pensant que tous les bateaux frottent dans le fond quand ils circulent, ça serait ça la norme. Et c'est le raisonnement scientifique des experts du ministère qui nous ont servi pour dire la justification du 200 mètres de profondeur. Bon, on peut discuter, est-ce que ce serait 400 mètres, 500 mètres? Le point important sur lequel je vais insister, c'est que l'industrie, c'est un diagramme publié dans une revue qui s'adresse, une revue de l'industrie pétrolière. Alors, ça indique que eux considèrent que 5000 pieds, 4000 pieds, donc bien au-delà de 1000 mètres, c'est quelque chose qu'on doit garder comme distance sécuritaire pour faire de la fracturation. Un autre exemple, là c'est à l'horizontale, mais c'est simplement pour vous montrer comment est-ce qu'on mesure l'extension de la fracturation. On fait ça par microsismique. Quand on fait le forage et qu'on fait la fracturation, on installe des dispositifs avec des géophones dans d'autres petits trous tout autour, et on mesure chaque petit point rouge ici, c'est un point d'ébranlement. Ici, on voit 4 forages horizontaux, qui sont assez rapprochés. L'échelle de ceci, c'est un maillage de 500 pieds, publication américaine, donc les diagrammes ne sont pas en mètres. Et on a présence ici de quelque chose d'une anomalie, c'est pour ça qu'on a mis des points en bleu, c'est tout simplement qu'il y a une faille. Quand même, ça s'étend sur 500 pieds, donc ça s'étend sur 175 mètres ou 200 mètres, c'est la norme, je dirais. À d'autres endroits, ici, les points bleus, puis le diagramme s'arrête là. Je ne peux pas savoir jusqu'où allait cette fracturation dans l'exemple, mais ici, on mesure quand même qu'on dépasse 1100 mètres de distance. Pourquoi? C'est que le fluide de fracturation, il est injecté sous pression. Au lieu de fracturer, on voit que l'efficacité de la fracturation hydraulique, quand on a un milieu déjà fracturé, déjà des failles naturelles, il y en a pas, on n'a pas créé des nouvelles fractures ici, à l'endroit qui est la formation géologique. Tout le fluide est parti à grande distance. Les failles, c'est des phénomènes naturels qui existent, des cassures dans la croûte terrestre. Ça remonte jusqu'en surface, ça remonte jusqu'aux nappes, et c'est des autoroutes pour la circulation de la contamination. C'est déjà des autoroutes pour la circulation. Ici, ce diagramme vient d'une compagnie qui essaie de vendre aux pétroliers l'idée de faire du monitoring microsismique. Et le commentaire, je l'ai enlevé, mais il y a une ingénieure géologue qui commente ici en disant, « Voyez, monsieur, vous perdez beaucoup de beaux fluides de fracturation hydraulique qui se perdent dans la nature et qui s'en va comme ça. » Il n'y a pas un mot sur les conséquences environnementales de ça, là. On sait qu'à Pavilion, au Wyoming, c'est arrivé directement dans des puits artésiens. Le fluide de fracturation directement dans les puits artésiens. Regardons un puits en coupe ici et revenons directement au RPEP. C'est une couche ici, c'est toujours un diagramme que je traçais pour les basses terres du Saint-Laurent. Supposons qu'on parle de l'Utica ici, qui fait peut-être 60 mètres d'épais, et on a 1000 mètres de profondeur ici avant d'y arriver. Puis la nappe phréatique peut être à 200 mètres ou 300 mètres. Ça n'est pas, ça devrait être mesuré. C'est pas facile de mesurer le bas d'une nappe. C'est l'endroit jusqu'où il y a suffisamment de circulation d'eau, de perméabilité, donc par des fractures, par des porosités, pour pouvoir aller. Alors, la première norme dit 500 mètres. Alors, OK, ça, c'est le premier puits avec une habitation dans le RPEP. La plateforme de forage, ça doit respecter cette distance-là. À 501 mètres, vous êtes correct. Alors, on fore le puits. Et le puits, quand il arrive dans la couche, donc, il y a une portion horizontale. L'autre norme, 400 mètres, elle vient de ça, ici. On ne mesure pas directement la profondeur du puits. On va supposer que les nappes descendent jusqu'à 200 mètres et on va vérifier, une fois que le forage aurait été fait, si chacun de ces tronçons de forage respecte une distance de 400 mètres. 400 mètres ici, là, entre le bas des nappes et le forage, ce n'est pas une zone de sécurité, c'est dans ça qu'on fracture. Donc, dans ça qu'on fracture, et si les fractures atteignent 550 mètres, vous voyez, ils rentrent direct dans la nappe. Donc, c'est complètement idiot comme norme telle que c'était libellé. On a dit qu'ils ont fait, pour les derniers règlements, appel à des experts externes qui viennent de l'industrie pétrolière de l'Alberta. Donc, ils sont restés tout le temps dans la même pensée. C'est le point de vue de l'industrie qui a prévalu pour toutes ces choses-là. Et tout ceci a été pensé par rapport aux besoins de l'industrie, certainement pas par rapport à la protection des citoyens. Alors, dans cet exemple-ci, j'ai montré que la plupart des fractures, disons qu'elles respectent 175 mètres seulement d'extension verticale, mais qu'il y en aurait quelques-unes, 2 ou 3, qui auraient 500 mètres. À partir de ce moment-là, les contaminants venant directement
de la formation, et même les fuites de fracturation vont former une espèce d'auréole dans la nappe, et ça s'étend avec le temps. Les nappes ne sont pas statiques. 500 mètres autour d'une plateforme, là, ça donne ce cercle-là ici. La zone qui est fracturée, ce qui était en orangé, qui est en profondeur, ça fait 1,2 km par 3,2 km si les forages s'étendent et ils sont espacés de 250 mètres. Alors, si c'était 500 mètres, incluant les formations horizontales, ce serait tout ce territoire qui serait exclu. Là, on parle de 10 km, tandis qu'ici, on parle de moins de 1 km. Donc, une grande nuance ici. Là, la zone de Bécancour a été ciblée publiquement par le président de Quester comme étant une zone pilote, avant qu'il réussisse à convaincre des politiciens, espérons qu'ils aient beaucoup de travail à faire, mais nous, on travaille beaucoup pour que ça ne se fasse pas. L'autre secteur qui est assez ciblé aussi, c'est la région de Saint-Édouard de Lobinière. Ici, il y a 2 puits avec fracturation. Je m'excuse pour mes diagrammes sont un peu foncés, là. Les puits de Leclercville sont localisés ici, puis les puits de Saint-Édouard. C'est parce qu'ici, il y a des installations de stockage de gaz naturel par la société Intragaz, hein, qui est associé avec Énergie, l'ancien gaz métro. Alors, on voudrait bien faire un gazoduc. Ils ont le permis qui a été émis en 2010 ou 2011, qui est bon pour 10 ans. Donc, d'ici 2020 ou 2021, théoriquement, ils pourraient construire ce gazoduc pour accorder les puits qui sont déjà là et déjà fracturés. C'est pas suffisamment, il n'y a pas suffisamment de puits pour que ça vaille la peine. Donc, s'il y a des pressions pour se faire, comme c'est des terres publiques, il n'y a pas de citoyen qui va pouvoir signifier, mais on parle d'une forêt domaniale ici. Il y a même une zone protégée comme parc dans ce secteur-là. Donc, c'est une bataille. Je pense que les militants qui suivent la situation de près vont regarder ça. Moi, j'ai regardé ça juste du point de vue économique. La carte qui est ici, c'est tirée d'un rapport du BAP, une étude qui a évalué la quantité de pieds cubes, en milliards de pieds cubes par kilomètre carré, en fonction du territoire. Donc, quand on regarde les couleurs bleutées, foncées, ici, on voit qu'il y a à peu près 10 milliards de pieds cubes par kilomètre carré. Ça semble beaucoup, mais ce n'est pas suffisant pour que ça soit rentable. Les zones où on a des teneurs plus élevées, des concentrations plus élevées, autour de 40. On appelle ça des sweet spots, des endroits ciblés de façon préférentielle. Celui de Bécancour ne présente aucun intérêt économique pour moi. On va regarder plutôt celui qui a des teintes autour du puits de Saint-Édouard. Le puits de Saint-Édouard numéro 1, voici, on a publié une courbe de production. 12 millions de pieds cubes par jour à l'origine. Au bout d'1 mois, c'était tombé à la moitié. Au bout de 6 mois, c'était autour de 1,4, puis probablement qu'au bout de 12 mois, on aurait moins qu'1 million de pieds cubes par jour. Par rapport à la quantité de pétrole que je vous montrais sur l'autre carte, ce puits-là, en totalité, en supposant qu'il serait exploité jusqu'à un temps infini, on appelle ça Estimated Ultimate Recovery, EUR. La récupération ultime estimée pour ce puits rapporterait un certain nombre de millions de pieds cubes à 3 $ le 1000 pieds cubes. Ça rapporterait brut entre 3 et 4 millions au prix actuel du gaz. Le puits lui-même a probablement coûté 12 millions. Donc, ça n'est pas rentable, même dans les sweet spots. L'Utica. Pourquoi est-ce que ça fonctionne encore? Pourquoi est-ce qu'on parle encore de projets pilotes, etc.? C'est parce qu'on est en étape exploration. Ces gens-là détiennent des licences d'exploration. C'est des compagnies juniors qui ne vivent que sur la spéculation de la valeur de leurs titres et ils obtiennent des subventions à hauteur de 90 % par retours fiscaux et par souvent investissement direct. Donc, on n'est pas dans le jeu de la production économique. Ça n'entrera probablement jamais en production économique. L'Utica n'est pas, selon moi, à moins que le prix du gaz soit multiplié par 10, n'est pas une zone qui pourra être jamais rentable, certainement pas dans ces conditions-là. Je ne parle même pas des coûts environnementaux. Bon, ça, c'est ma conclusion. La loi sur les hydrocarbures puis les règlements qui l'accompagnent, dont le RPEP est le premier, mais les 4 autres qui sont sortis plus récemment, ça ouvre la porte de façon irréfléchie à tous les types d'exploitation d'hydrocarbures, y compris les non conventionnels qui demandent de la fracturation hydraulique. Je sais qu'ici, on va discuter d'une résolution qui parle des distances séparatrices, mais les meilleures distances séparatrices, c'est celles que beaucoup de pays adoptent. L'État de New York, l'État du Massachusetts, l'État les provinces de l'Est, etc., ont une loi qui dit
interdiction de fracturation hydraulique. Si vous voulez, la distance vers la fracturation hydraulique, c'est 5000 km. Vous faites ça en dehors de nos frontières, mais pas chez nous. C'est ça la distance, parce qu'à 2 km, même à 2 km, dans certains cas, ça peut ne pas être sécuritaire pour le long terme. Si votre forage lui-même s'étale à 2 km et demi et qu'au bout, il y a une faille, une fracture naturelle, à 2 km et demi de la tête du puits, vous pouvez avoir contamination.